Bonjour. Bienvenue dans ce cercle de paroles enregistré juste avant Noël, comme un cadeau que l'on se fait réciproquement. Un dernier temps pour partager ses bugs, ses combats et ses dissonances tous et toutes ensemble. L'épisode questionne entre autres la tolérance, la violence que l'on s'autorise et les initiatives prises dans nos sexualités. Un temps de bilan s'est également invité à la fin. Bienvenue parmi nous. Un important travail de montage a été réalisé afin de vous assurer une meilleure écoute. Il s'agit d'une parole à un moment donné dans un contexte donné et ne représente pas la complexité des opinions des participants et participantes. Bonne écoute. Moi, je voulais déjà vous dire que je vais mieux par rapport à la dernière fois. Le moral est de retour, donc ça va mieux dans ma vie. Voilà, je vois la lumière au bout du tunnel, au bout de cette année. J'ai beaucoup d'espoir pour 2024, donc je finis l'année plutôt bien. Voilà, sinon, aujourd'hui, je suis très fatiguée parce que c'est Noël en librairie, mais demain, ça ira mieux. J'ai envie de dire presque tout pareil. Ça va mieux que la dernière fois. Par contre, ouais, je suis très fatiguée parce que c'est la fin d'année scolaire et que tout le monde est fatigué. Les élèves, les profs, les surveillants, on est tous fatigués. Donc voilà, j'ai hâte d'être en vacances scolaires, mais sinon, ça va. Moi, ça va, je suis pas si fatiguée. Ça allait bien, ça va toujours bien. En plus, j'ai bu de la bière. Pas trop, je suis quand même claire, mais assez pour que je me sente bien. Puis j'ai hâte d'être en vacances et de pouvoir voir ma famille. Moi aussi, fatigue, mais je pense dû au fait d'être jeune parent, là, c'est fatigue chronique, donc ça commence à être dur. Et du coup, spécifiquement aujourd'hui, pas mal de migraines, donc c'est un peu dur d'être là ce soir, donc j'espère que ça ira au fil du cercle. Moi, ça va plutôt bien aussi, je suis plutôt dans l'énergie, j'essaie de me dire comment ça va là maintenant. Je suis contente aussi d'être là. Moi, je suis excitée parce qu'aujourd'hui, j'ai fait semblant de travailler toute la journée et j'attendais ce soir. C'est ma vraie activité d'aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que la journée commence. Il est 19h, bonjour. Moi, ce sera comme Rosa, hein. Vivement que ça se termine. Pour moi, de l'énergie, mais alors moi aussi j'ai pris une bière, je sais pas si c'était bien ou pas, mais je suis pas torché. Hein, dans une journée qui m'a lessivé émotionnellement, du coup j'ai fait sas bières et je suis une fin de sas avec vous là, et je suis content d'être avec vous. Moi ça va bien aujourd'hui, pas mal d'énergie aujourd'hui spécifiquement, et quand même une petite anxiété anticipatoire de ce cercle. Moi tout va bien, très bonne journée. En ce moment, très bonne période. Voilà, je sais pas, si jamais je devais dire peut-être un peu en appréhension par rapport au sujet d'aujourd'hui en non mixte, parce que c'est facile de parler de ces incohérences quand il y a que les hommes. Et genre, je me demande si, j'espère que ça va pas trop tourner au conflit. Alors ce soir, nous allons parler de dissonance. Quelles sont mes dissonances, c'est-à-dire les différences entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Moi, une dissonance dont je me suis aperçu dans les moments où je me sens vulnérable, en danger, fragile par rapport à une autre personne, à une situation. Je vais montrer que, en fait, je suis puissant, je suis fort. Et si cette personne veut se servir de ça comme d'un levier sur moi, ça va lui coûter des plumes. Et c'est marrant parce que ça ressort avec les personnes avec qui j'ai une intimité émotionnelle. Donc, par exemple, ça peut être une amoureuse, ça peut être des amis proches, dans des moments où je suis un peu blessé par leur comportement et je me sens pas entièrement respecté. J'aimerais penser que je suis à un niveau où je peux vivre que dans la bienveillance et que dans la douceur et tout ça. Et en fait, je pense que dans la réalité, j'ai encore ce mécanisme sûrement de l'enfance avec deux frères très proches de n'importe quel signe de fragilité est un levier potentiel à un moment pour se blesser et se essuyer une blague ou essuyer un coup ou essuyer une contrepartie qui fait mal. Enfin, j'ai grandi de mes 12 à 17 ans, j'ai grandi qu'avec des hommes en fait, et aucune femme proche de moi. Et dans ce moment-là spécifiquement, ça a été un moment où n'importe quel signe de vulnérabilité, c'était un levier potentiel pour se faire ridiculiser. Donc, fallait s'en servir. Et dans les moments où, dans mon intimité aujourd'hui, qui est remplie de douceur et de bienveillance globalement, je me sens en danger, je vais remontrer les griffes et dire « J'ai pas envie de ça, mais si on va sur ce chemin, ça va te faire mal. Enfin, tu vas peut-être gagner parce que je me sens très fragile maintenant, mais attention. » Et je trouve ça bizarre. Par rapport à ce que tu disais, Vincent, c'est vrai que je me rends compte et ça me fait vraiment bien chier, disons-le, que dans mes relations les plus intimes et les plus fortes émotionnellement, j'arrive pas à m'excuser, même quand je suis en tort. C'est un truc de fou. Alors que j'ai aucun mal à m'excuser avec des gens dont je suis pas proche. Mais dès l'instant où je commence à avoir une intimité forte, je peux
j'arrive plus. Et je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve d'être comme ça. Et c'est une énorme dissonance parce que c'est pas du tout ce que la personne que j'aimerais être, quoi. Moi, je pense que ma plus grande dissonance, c'est ma maman. Ça me fait penser à ça. Parce que c'est vrai que souvent, je m'en veux. Et moi, c'est que ma maman. Je lui parle. C'est la seule personne avec qui je parle pas forcément toujours très bien, à qui je dis stop. J'ai zéro honte d'exprimer tous mes besoins, toutes mes émotions, tous mes machins. C'est ma maman. Après, je pense que c'est une question de figure d'attachement principale, mais et que la personne qui partage notre vie, après, ça devient aussi il ou elle prend le relais. Mais en dissonance féministe, je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est intéressant. La façon dont on est avec nos mamans, alors que PS, la façon dont on a envie d'être avec les femmes en général. Enfin, moi, en tout cas, je sais que souvent, je m'en veux. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je me permets de lui dire ça, quoi? Ça me fait penser, du coup, forcément à ma mère. Tu disais pourquoi on se comporte pas avec elle comme on se comporte avec, ou comment on aurait envie de se comporter avec les autres femmes. Et en fait, moi, je me dis que ma mère, il y a des petites fenêtres où on parle de femme à femme, mais que sinon, elle a cette position de maman et de maman quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est assez dur d'avoir une position. C'est horrible ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. De la traiter comme une femme. Genre juste une femme au sens on comprend à un certain âge qu'elle n'est pas que ma maman, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait cette posture avec moi forcément, ou je pense que son rôle de mère poule qui s'inquiète est tellement présent que peu accès à la femme qu'elle est. Et je pense que même pour elle-même, moi je pense plus, comme je sais que c'est des gens de confiance, je me permets d'aller plus loin, mais je pense que ça peut être aussi, c'est pas en les vexant une fois que ces gens vont se casser. Du coup, en miroir à ce que tu viens de dire, moi, du coup, je pensais par rapport à mon père. Tu dis comment on se comporte avec nos mamans par rapport aux autres femmes. Moi, je me dis comment je me comporte avec mon père. Enfin, ce que j'attends de lui par rapport à moi-même, comment je me comporte en tant que mec. Et des fois, enfin, je disais au début, j'ai parfois du mal à m'excuser dans les relations les plus intimes, même quand je sais que j'ai tort, alors que la seule chose que j'attends de mon père, c'est qu'il s'excuse. Donc bon, niveau dissonance, on est pas mal, quoi. Moi, je me rends compte qu'il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place, un peu parce que ça fait tant d'années qu'on se connaît et il y a des mécanismes ou des automatismes et c'est difficile de les faire changer. On essaye petit à petit et puis peut-être sur le long terme, etc. Et je disais qu'en termes d'expérience personnelle, j'avais... Alors, hâte, c'est peut-être pas le mot, mais j'étais très curieuse d'une prochaine relation éventuelle. Je suis toujours avec mon compagnon et ça va très bien. Mais d'une prochaine relation éventuelle pour voir si, maintenant que... Parce que plonger dans le féminisme après l'avoir connu, pour voir si je commencerais une relation différemment. Enfin, pour moi, c'est absolument certain que je ferais énormément de choses différemment. Et je voudrais voir à quel point. Donc, j'ai une petite curiosité par rapport à ça, même si je n'ai pas hâte forcément, mais... Quand on s'est mis avec quelqu'un, il y a des choses qui se mettent en place, des habitudes. Et puis, petit à petit, nous... on évolue d'un côté et pas forcément l'autre en face. Et du coup, en fait, on voit tout différemment au quotidien et on essaie de changer des choses, mais il y a une espèce de déséquilibre qui se crée. Et donc, oui, je comprends que parfois c'est une forme de déséquilibre qui peut s'installer parce que on a démarré sur un schéma. Puis petit à petit, nous, on évolue, donc on veut remettre en question le schéma, mais l'autre en face, il est pas au même niveau. Puis il peut se dire, en fait, pourquoi on va changer alors qu'on a toujours fait comme ça? Moi, je me retrouve bien dans ce que tu dis là, dans dissonance de confort, aussi dans le cadre familial, ou dans le sens où j'ai l'impression que quand je sais qu'il peut y avoir dans des situations des violences par rapport à des comportements que j'aurais, ou des vêtements qui seraient, ou des paroles qui iraient pas dans un cadre qui serait la masculinité qu'on attend, j'ai l'impression d'avoir ce choix qui est horrible de pouvoir ne pas le faire, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que cette violence, elle n'arrive pas. Et donc d'être une sorte de poisson et de choisir, d'avoir ce privilège de pouvoir choisir quand la violence m'atteint ou pas, quoi. Alors qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas cette possibilité-là et c'est vraiment assez bizarre à sentir. Et c'est un peu le même truc que je trouve, genre, des privilèges de classe ou en ayant personnellement grandi dans un milieu bourgeois, avoir des codes de langage ou autres, me permet de m'adapter à certains milieux quand il le faut ou quand il ne le faut pas, parce qu'il y a des avantages très pratiques, genre trouver un travail ou des entretiens d'embauche, etc. Et d'avoir ce choix-là, c'est vraiment une dissonance hyper forte, quoi, de pouvoir choisir. De pouvoir choisir, quoi. Voilà. Je
pense que j'ai une grande dissonance entre ce que j'aimerais et ce que je fais. Ce que j'aimerais, c'est être capable d'être bienveillant et d'accepter tout le monde comme il est ou comme elle est, et de respecter tout le monde. Je pense que dans les faits, je respecte pas tout le monde et j'accepte pas tout le monde comme ils sont. Il y a des cadres dans lesquels c'est possible pour moi, où je vais en faire des safe spaces, comme on dit, des endroits où on peut être qui on veut et être respecté quoi qu'il arrive. Parce que dans ce cadre-là, moi, j'ai une posture à tenir, je tiens ce cadre. Mais je pense que dans la vie, c'est pas vrai. Je pense que je fais pas ça. Et je pense que cette idée, elle vient en contradiction avec l'exigence que j'ai pour moi et mon entourage, la façon dont j'ai envie qu'on se traite, la façon que j'ai envie qu'on évolue aussi dans la vie, l'ambition ou pas qu'on a. La même chose là sur les applications de rencontres. En fait, une application de rencontre, c'est être chez soi dans son canapé, seul face à soi-même et sans personne qui nous regarde. Et sur quoi je discrimine, en fait. Sur quoi je vais dire oui ou non à cette personne. Je me rends compte que j'ai des petits drapeaux rouges hyper installés maintenant, qui me concernent moi, mais je veux dire, pas du tout envie de rencontrer tout le monde. Et je pense que le summum de ça, c'est avec mon père, qui pour le coup est, je pense, un modèle de masculinité raté. Enfin, je lui en veux d'avoir raté à être le modèle que j'aurais aimé pouvoir avoir. Et je pense que j'ai très peu de patience avec mon père. Alors même que je prends la bienveillance et l'ouverture et la capacité à parler de ses émotions, dès qu'il fait une sortie de route qui me convient pas, hop, je me ferme, je le renvoie à 10 et à plus, quoi. Ouais, avec un collègue, il dit ça ironiquement, mais parce qu'en fait, il se considère comme quelqu'un de très tolérant. Et pourtant, il fait preuve d'intolérance sur beaucoup de choses. Et lui dit lui-même, il est intolérant sur l'intolérance. Et finalement, est-ce que ça reste quand même pas être intolérant ? Parce que... Enfin, je sais pas, c'est... Voilà. Bah, moi, ça me fait penser à une petite BD en 4 cases que j'avais vue sur Instagram qui explique très bien les choses. En fait, si tu tolères absolument tout, y compris l'intolérance, tu finis par laisser toute la place justement aux trucs les plus intolérants. Parce que, en fait, il faut être intolérant à l'intolérance. Sinon, comment dire, bon, allez, c'est reparti pour la politique. Je peux pas m'en empêcher. En fait, si j'ai essayé, j'ai vraiment essayé de pas aller là-dedans, mais je peux pas. C'est exactement ce qu'on voit qui se passe depuis maintenant un certain nombre d'années et de décennies. Tu laisses la porte ouverte aux discours d'extrême droite, ils deviennent de plus en plus présents. Au final, c'est ça qui finit par être le discours banalisé, et c'est finalement les discours de tolérance qui vont être taxés d'intolérance. Enfin, il y a une espèce d'inversion qui s'opère si tu es tolérant à l'intolérance. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. C'était mieux résumé dans la petite BD à 4 cases. Bien le problème, mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a quand même un peu d'intolérance là-dedans. Et qu'il y a un effort à faire quand même sur accepter la différence parfois aussi, tout simplement. Mais, je sais pas. Bah moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il y a quand même des limites. On peut pas tolérer absolument tout et n'importe quoi, absolument n'importe quelle façon de penser. Et notamment les façons de penser qui peuvent détruire d'autres personnes ou qui vont à l'encontre d'autres personnes. Par exemple, j'ai un exemple. J'ai une de mes amies à moi qui a son copain, qui est le mec qui est ami avec absolument tout le monde. Il est très gentil, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que lui est ami avec des personnes qui sont aussi racistes, des personnes qui sont aussi homophobes. Et là où je trouve que ça pose problème, c'est que... Je sais pas, le fait qu'il soit ami, ça veut dire qu'en un sens, c'est pas si grave, en tout cas qu'il le tolère. Et le fait que lui trouve pas si grave, ça situe quand même sa façon de penser la gravité. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, c'est sa propre pensée? Ça veut dire que pour lui, c'est des choses qui sont pas vraiment graves. Alors, je sais pas dans quoi je me suis engagé. Non, mais pour moi, la tendance, c'est quelque chose de général. Ça peut être juste les manières, l'éducation. Il y a des personnes qui aiment pas, qui veulent qu'on leur parle à un certain niveau. Ça va être des choses, des manières, des choses extrêmement basiques. Et voilà, c'est tout. Et, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment continuer. Moi, je voudrais témoigner aussi en écho avec vous dites. Donc, mon conjoint, il a un ami qui était aussi le mien, mais que je ne côtoie plus pour ces raisons, parce que j'en ai marre d'entendre des propos sexistes et racistes, en plus en mode provoque quand il est avec moi. Donc, j'ai choisi de ne pas le côtoyer. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités, par ailleurs, que je vois. Mais voilà, j'ai fait le choix. Par contre, mon conjoint, il continue à le voir. Mais on en discute beaucoup entre nous.
Et en fait, il dit que justement, il parle beaucoup de ces sujets-là ensemble et que petit à petit, l'autre, en fait, il change. Enfin, il s'ouvre, il change d'avis, quoi. Mais c'est long, c'est une évolution qui se perd. Et du coup, en fait, mon conjoint, il dit que si tout le monde lui ferme la porte et on arrête de le côtoyer, en fait, on fait pas évoluer des choses, quoi. Surtout que c'est quelqu'un qui a d'autres qualités, quoi. Donc parfois, je me dis, il faut peut-être nuancer, ça dépend des situations. Je vais complètement changer de sujet. Désolée. Juste pour revenir un peu sur les dissonances, moi, il y a un truc auquel j'ai pensé, on en a parlé un tout petit peu la dernière fois, mais j'avais pas identifié ça comme ça, mais en fait, moi, mes plus grosses dissonances, elles sont a posteriori, et je pense que c'est pour plein de gens qui découvrent ou se déconstruisent ou découvrent le féminisme un peu sur le tard, ou des pensées, ça peut être sur l'écologie aussi, ou ça peut être sur le capitalisme, et c'est de se rendre compte à quel point on était matrixé avant et à quel point, moi, ado, j'ai fait des blagues pourries et moi, ado, je riais très fort aux blagues de mon frère et moi, ado, j'ai fait ci, j'ai fait ça en me posant même pas la question de savoir si c'était bien ou c'était mal puisque tout le monde le faisait et que ça faisait rire. Et du coup, c'est avec le recul que je me dis, mais évidemment, je me suis toujours pensé du bon côté de la barrière. Et en fait, on se rend compte qu'on fait aussi partie du problème. Et certainement encore maintenant, il y a certainement des situations, mais bon, je pense moins, c'est sûr. J'y ai pensé récemment. J'ai aussi l'impression de parfois, avec les yeux d'aujourd'hui, réanalyser le passé et me dire, mais en fait, le mec avec qui je sortais à l'époque, c'était vraiment un gros sexiste dégueulasse, quoi. Comment j'ai pu tolérer ça? Mais en fait, j'ai toléré ça parce que c'est mes yeux de l'époque. Et du coup, je suis un peu moins dure avec eux parce que je me dis, en fait, j'étais comme ça aussi, en fait. On a été matrixés, en effet, à ce moment-là. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir à ça comme ça et de déculpabiliser un petit peu. La dissonance, ça m'a fait penser d'un coup au livre d'Océan dans la cage, parce qu'en fait ça parle énormément de ça, mais ça parle de dissonance entre nos fantasmes et nos pratiques sexuelles réelles et nos désirs réels. Et c'est vachement déculpabilisant. Et je pense que, ok, ça parle de sexualité, mais il y a peut-être des choses qu'on peut en tirer pour les appliquer à d'autres domaines que la sexualité. Pour se déculpabiliser de la dissonance, parce que je pense que c'est inhérent, en fait, à l'être humain d'avoir des dissonances. Du coup, ça me donne envie d'ouvrir le sujet. Des dissonances que j'avais dans ma sexualité, ça a été l'idée de performance qui était très présente au début, avec une grosse pression sur le fait de devoir bander, avec une grosse pression sur le soutien-gorge. J'ai l'impression que c'était un rôle attendu de l'autre sexe que je défasse au soutien-gorge. Je n'en avais jamais vu de ma vie. C'était le mécanisme pour l'ouvrir et dans le dos de cette personne, je suis en face d'elle et j'ai le droit à 2 chances pour l'ouvrir. Et après, elle va l'ouvrir elle-même, admettant que j'ai perdu et que je suis pas si expérimenté que ça. Et donc, c'était tout un truc. Il y avait 2 scénarios possibles. Soit je l'ouvrais à une main, et dans ce cas-là, elle était impressionnée, et elle disait, mais attends, mais quelle expérience a cette personne? Soit j'avais l'impression d'être ridicule. Donc ça, j'ai dépassé, ça va. Notamment avec une discussion avec des mecs super, un Coréen et un Luxembourgeois avec qui j'ai eu une super amitié, où le Coréen est revenu d'un date en disant qu'il avait pas bandé, mais c'était une super soirée. Et nous, on était vraiment genre, oh mince, c'est horrible pour toi. Il était là, non, mais en fait, il y a aucun souci parce que on va se revoir, c'est cool. Et j'étais là genre, ah mais elle veut le revoir, c'est pas obligé que... Et donc là, j'ai compris qu'en fait, pas bandé, c'est dans notre sexualité à nous les hommes, à tous. Et 2, c'est pas grave. Et après, plus tard, il y a eu la question de la pénétration anale, de est-ce qu'on peut faire du sexe sans pénétration tout court. C'était ça, sans pénétration tout court. Et puis après, la pénétration anale pour les hommes. Pareil à chaque fois. Je pense, le dernier uniquement par le féminisme, les autres par mes chemins de vie à moi. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression de plus avoir de sujet en ce moment. Peut-être que ça reviendra. Non, mais je voulais juste rebondir sur le coup du soutien-gorge. Ça me fait beaucoup rire parce que moi, c'était pareil, en fait. Genre, c'était vraiment le truc qu'on attendait de moi, à une main, comme ça, clac, allez. Je sais pas pourquoi c'est tant de pression sur cet agrafe. C'est quand même... je sais pas si c'est une expérience commune, du coup, mais en tout... Moi, j'ai repensé à beaucoup de choses, là, quand tu l'as raconté. Dissonance, moi, que je peux avoir, c'est que je considère vraiment que la sexualité masculine, on n'en parle pas assez. Je considère que même c'est plus tabou que la sexualité féminine. Pourtant, moi, je suis pas capable d'en parler.
Je crois que la sexualité, pour moi, ou moi en tant qu'homme, ça a relativement plus été toute ma vie au fond, et je crois que je me suis beaucoup menti, mais un sujet de pression, quelque chose qui pouvait m'attirer des ennuis, dans le sens, pas être au niveau de la performance que j'exigeais de moi-même, ne pas réussir à tenir une érection, ne pas bien driver, parce qu'évidemment, c'est moi qui devais tout driver, être un bon coup, être un mauvais coup. J'étais très inquiet, relativement inquiet d'imaginer tel partenaire d'une époque ou copine, quand j'étais plus jeune, mais parler avec ses copines à elle et dire Arthur, c'est vraiment un super coup, au contraire, c'était bof. Et il y avait une espèce de truc comme ça, comme si une très grande part de ma personne en tant qu'homme allait être déterminée par est-ce que j'étais un bon coup ou pas. Et c'est très étrange parce que j'ai très vite associé le fait d'être un bon coup, et ça devient paradoxal, au fait de pouvoir me montrer tendre, attentionné, pas dans des stéréotypes. Et du coup, ça me mindfuck complètement. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai pas l'air de vouloir être un bon coup pour être un bon coup. Enfin, ça devenait complètement labyrinthique. Ça l'a été comme ça. Ouais, et au fond, même là en répondant, je pense que j'ai un peu de tristesse parce que je sais pas combien de fois, pourtant, je pense avoir eu un certain nombre de partenaires et de diverses expériences au long de ma vie. Et j'ai l'impression d'avoir été vachement perverti par la gratification narcissique d'avoir eu un rapport sexuel. Que ce soit avec des personnes différentes. Je suis vraiment à la bourre, mais il n'y a pas longtemps, j'ai appris ce mot qui est super utile, c'est le body count. Je l'avais pas avant. Voilà, j'avais une espèce de body count en tête. Je me valorisais avec ça, secrètement, j'en parlais pas forcément, mais je me disais, oui, ça, je mène bien ma barque. Ah, pardon, je pensais que j'avais trop honte de le dire en pensant, le body count, c'est compter le nombre de personnes différentes avec qui tu as eu un rapport sexuel, quoi. Du coup, elle est horrible, cette expression, tu comptes les corps, voilà. L'université, pour moi, c'était American Pie, c'est parti, qui était aussi ma seule représentation de comment dégrafer un soutif. Pas ouf. J'ai couché avec plein de gens au début, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai appris ça, je pense, à 23 ans, j'avais le droit de dire non. Et il y a plein de fois où j'ai couché avec des gens alors que je voulais pas. On m'avait dit qu'en tant que garçon, il fallait que je protège les femmes, il fallait que je sois doux avec, il fallait que machin. On m'avait jamais dit que je méritais la même chose et que j'avais le droit de dire non. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de coucher avec des gens alors que je veux pas. Une femme insistante, un truc, ça peut. Où je pensais que je voulais, et en fait non. Et en fait, elle insiste tellement, elle écoute tellement pas que voilà. Et après, c'est le walk of shame de chez moi à chez moi pendant 1000 ans, parce que je suis en train d'apprendre à dire non. Donc je pense qu'il y a dans la construction de ma sexualité, il y a eu tout un truc très social, de pouvoir affirmer que j'ai une sexualité, elle existe, machin. Et une fois qu'il y a eu ça, il y a eu quelque chose qui est redevenu intime et une réappropriation, du coup. C'est juste pour compléter ce que tu viens de dire, Vincent. Je te rejoins énormément. Il y a certes pas mal de fois, peut-être même, où finalement j'ai eu un rapport sexuel. Alors, soit que c'était inenvisageable pour moi de dire non. Je veux dire, c'était possible. Je le dis de manière conne, mais parce que c'est con, quoi. C'était possible, ou comme si j'avais même pas à me poser la question de mon désir. Je pense qu'on doit se rejoindre pas mal, parce que c'est un grand questionnement que j'ai eu il y a quelques temps, en me disant ok, alors sur les relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, celles où j'ai moi vraiment activement eu envie, il y en a combien ? Et je pense que c'est un pourcentage plutôt en dessous de 50%, qui ne veut pas dire que j'étais agressée à chaque fois, hein, pas du tout. J'avais lu dans je ne sais plus quel livre, on peut faire l'amour par politesse, par curiosité, mais d'avoir activement désiré quelqu'un. Et ben même ça, dans un autre livre que j'ai lu l'autre jour, Corps Vivante, à la librairie, elle dit, c'est découverte lesbienne, je sais plus, vers 25-30 ans, et elle dit, j'avais jamais désiré un corps de femme avant. Et elle dit à la réflexion, j'avais jamais désiré un corps de mec non plus, alors que j'étais hétéro. Et en fait, je pense que pour beaucoup, alors dans ma génération, peut-être un peu moins maintenant, mais pour beaucoup, on se posait même pas la question. Une dissonance, mais qui est nous, dans notre groupe de copains, à chaque fois que quelqu'un a un rapport sexuel, on envoie un cœur bleu. Et moi, je suis de plus en plus mal à l'aise avec, mais ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et je suis hyper mal à l'aise parce que je trouve que c'est une hyper sexualisation, quoi. Et je sais pas comment en parler. C'est surtout mes copines, c'est surtout mes amies filles qui les envoient. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais t'es pas obligé d'avoir un rapport. Mais à l'autre côté, peut-être que c'est ce dont elles ont envie. Bref, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de raconter sur. Je pense qu'il y a beaucoup de rapports qui sont de l'occasion de avoir envie d'être validé, que son corps soit validé, avoir envie d'être désiré, mais et beaucoup moins désirer l'autre. J'aimerais bien davantage accéder à une forme passive dans l'acte, ce que j'arrive à faire, mais c'est plus par à-coup. Et parfois, une petite bière, ça aide. Voilà. Et il y a tellement de chantiers, quoi. Tellement de chantiers. Je suis vraiment déçu que les femmes avec qui je couche acceptent si peu de prendre le lead. Même quand c'est demandé. Alors, spontanément déjà, mais même quand c'est demandé. Je suis placé malgré moi dans ce rôle de il faut que tu saches ce qu'on fait maintenant, et maintenant on fait quoi. Il faut que je dise aussi.
dans les relations que j'ai eues à longue distance où on a fait l'amour par téléphone ou quoi, c'est moi qui devais dire, c'est jamais l'autre personne. Et ouais, assez surprenant ça, même pour le coup des copines qui lisent, qui vont en manif, qui machin. Mais ça prend... Enfin, en tout cas, je suis pas tombé sur les personnes qui sont à ce stade-là et c'est un peu dommage. Frustration pour Vincent. Par rapport à ce que tu as dit, Vincent, je pense que c'est tout simplement parce que, enfin, on nous apprend pas, tu vois, d'être actrice de notre désir sexuel, notre sexualité, quand on est éduqué en tant que petite fille, enfin, fille, femme, adolescente. Comme les garçons, vous êtes plus dans la performance et prendre le lead et bander, etc. Mais nous, c'est le contraire. Donc, c'est juste une question de, je pense, d'éducation et sociabilisation. Mais je comprends la frustration. Aujourd'hui, je suis retourné dans une relation impliquée, sérieuse, et je redécouvre des choses. Oui, parce que moi, c'était hyper flippant. Et je redécouvre des choses avec ma copine, et je constate, ça m'a marqué, à quel point j'ai du mal à me laisser contempler dans ma nudité, par exemple. Et ça m'interrogeait parce que ça, on en rigolait avec ma copine. C'est que elle a les boules, elle peut pas trop voir suivant les positions qu'on fait. Enfin, c'est voilà, plein de positions où moi je peux voir, elle pas. Et moi, ça m'arrange bien parce que je suis pas habitué à être vu. Je sais pas qu'on regarde mes fesses, qu'on regarde mes hanches, et ça me fait chier ce truc-là. Je me sens, j'aimerais bien être vraiment plus libre avec mon corps. Moi, à l'inverse, j'ai une relation qui dure depuis très longtemps. J'ai l'impression que la sexualité, elle s'est construite pour moi, quoi. C'était vraiment globalement quand moi j'avais du désir, les pratiques étaient clairement tournées pour moi. La fin de l'acte, quand j'éjacule, j'ai l'impression que tout était tourné autour de mon plaisir. Et du coup, de re-questionner ça récemment là, c'est hyper beau parce que déjà l'autre a le droit évidemment d'avoir son plaisir et de savoir ce qu'elle aime, ce dont elle a envie ou pas, etc. Donc, re-questionner tous ces trucs-là, tacite, je pense, que moi, j'ai eu par des représentations culturelles, par le porno, etc. Et prendre son plaisir dans le fait que l'autre prenne du plaisir, quoi. Et que ça, c'est vachement important dans ce partage-là. Et ouais, impressionnant, quoi. Toutes ces années où tout était construit autour de mon désir, de mon plaisir, c'est assez fou, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de la passivité, je crois. Mais moi, je l'ai lié dans ma tête au fait d'être abordé ou d'aborder quelqu'un, ou de draguer ou d'être dragué, etc. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait d'avoir le lead aussi dans les relations sexuelles. Ma réflexion, c'était que moi, plus jeune, j'ai jamais eu de mal à aller voir un mec que je connaissais pas en disant « Salut, tu veux boire un verre ?» ou « Salut, tu veux venir chez moi ?» Et vraiment, ça me posait aucun problème. Et quand on me disait « Bah ouais, on se fait jamais draguer », je me disais « Bah si, moi, je drague sans problème. » Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, quand même, que le fait de faire ça, c'est pas te colle à la peau, mais te envoie un message qui n'est pas celui que moi j'avais dans la tête, en fait. C'est interprété d'une façon, pas systématiquement, parce qu'il y en a que j'ai pas revu, donc je sais pas trop, mais en tout cas, les fois où, quasiment à chaque fois, ce qui m'était renvoyé n'était pas ce que moi je pensais faire passer, des trucs comme aborder quelqu'un ou coucher le premier soir. Pour moi, n'indiquait rien sur la valeur de ma personne. Et en fait, je me rendais compte que pour la personne en face de moi, si. Je suis en roue libre pendant les cercles non mixtes. Et en mixité, je ne suis pas en roue libre. Je sais pas si... c'est une question que j'aimerais bien poser à tout le monde. Si pendant toutes ces séances, en fait, vous êtes senti libre de dire ce que vous vouliez. Moi, pas, clairement pas. Moi, j'ai pas ressenti de différence dans les cercles non mixtes et dans les cercles mixtes. Je me sentis libre de dire ce que je voulais à tout moment. Par contre, je réfléchis. Alors, je dis les choses en cours de réflexion, donc je sais pas exactement où je vais, mais et moi, j'ai remarqué aussi, dans les groupes sociaux entre mecs, j'ai plus les mêmes interactions dans mes groupes sociaux qu'avant ma transition. Voilà, disons les termes. Mais en fait, dans les groupes sociaux entre mecs, j'ai accès à des trucs auxquels j'avais pas accès avant. Justement, ce truc de roue libre, qui des fois me met mal à l'aise parce que j'ai envie d'être validée en tant que mec, mais pas forcément de cette manière-là. Et à contrario, dans les groupes sociaux entre meufs, j'ai l'impression que des fois, elles vont moins se confier à moi qu'avant, ce qui me fait chier. Et juste dans mes groupes sociaux, ça a changé beaucoup de choses. Alors parfois en bien, parce que j'ai gagné des amitiés avec des mecs et des rapports sociaux avec des mecs que j'avais pas avant et c'est que je trouve trop cool.
Et j'ai l'impression peut-être de perdre un peu des choses avec les meufs, quoi. Oui, Rosa, ça me fait sourire avec beaucoup de bienveillance ce que tu as dit, parce que je sens ton souci que ça bouscule un peu là. Je l'ai senti comme ça, et moi ça me permet en tout cas de... C'est horrible, je me sens inhibé depuis tout à l'heure, et du coup plus j'attends que le temps passe, plus j'ai l'impression que ça va être écouté ce que je vais dire. Enfin, ça m'a mis dans une espèce de truc absurde comme ça. Pour répondre à chaud, moi je me suis pas senti libre, mais j'ai tendance à le situer dans quelque chose de très personnel à moi. Du coup je me dis que ça peut être bien que j'en parle, je sais pas du tout où je vais aller, mais que j'en dise quelque chose. Je pense qu'il y a plein de choses. Je pense que je suis assez perdu parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation, de positions en dehors des grands chemins consensuels, des positions qui sont pas fermes. Et je crois que il y a quelque chose qui est intimidant pour moi ici à entendre certaines personnes qui me semblent avoir un discours très réfléchi et très construit sur la chose. Et je crois que ça me fait, mais je crois que c'est lié à des éléments de ma personnalité, je balaye devant ma porte. Je crois que ça me fait ne pas me sentir moins en sécurité pour oser des étonnements, oser des interrogations, enfin certaines d'entre elles. Ce qui est difficile pour moi en tant qu'homme, je pense que je crains qu'on analyse dans mon discours le fait que je suis un homme, je sais pas comment dire ça de manière plus compréhensible, c'est abscon ce que je raconte là. Que certaines de mes interrogations naïves, si je les posais, puissent être interprétées comme justement un manque de connaissances, de culture, un manque d'intérêt à le signe que CQFD sur les hommes, etc. Et je crois que ça me fait écho avec un sentiment que j'ai dans ce groupe-là, et c'est que j'ai pas eu le sentiment, qu'il y avait une curiosité dans les échanges sur tiens, toi en tant qu'homme, pourquoi tu fais ça, comment tu le ressens, et inversement. Ou plutôt que pas une curiosité, je dirais peut-être, mais je crois que c'est le format du groupe aussi, peu de questions directes à l'autre. La manière dont moi je me sens à la croisée de ma personnalité, de mes inhibitions, de mes trucs un peu paranoïdes, de mes machins, je crois que c'est là où moi je trouve mes limites. Et pour autant, et pour le coup, ça c'est pas juste pour mettre du vernis, pour autant, écouter tout ça m'apporte beaucoup, mais je sais pas encore ce que je vais en faire. De mon point de vue, j'ai deux façons de vivre assez différentes les deux groupes. Le groupe mix, c'est toujours un peu... C'est pas que j'ai une impréhension en venant, mais il y a toujours un petit quelque chose d'inconfortable. C'est toujours, ça remue plein de choses. Je sais pas toujours comment prendre les points de vue des uns des autres. Et quand je rentre chez moi, je suis toujours un peu retournée. Alors c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qu'il faut que je digère les choses pour essayer de savoir quoi en faire. Dans le groupe de femmes, pour le coup, ça fait vraiment le truc super rassurant. Je sais que c'est pas que c'est pas rassurant ici, mais c'est vraiment différent. Il y a quelque chose de... Quand je sais que je vais dans le groupe entre femmes, il y a plus de bien-être en fait. C'est plus rassurant et il y a vraiment même entre nous des attitudes qui sont différentes et que je retrouve pas dans ce groupe-là. Je sais pas si c'est dans la façon dont dans notre posture, dans les regards. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est pas la même chose dans les deux groupes et les deux sont super intéressants et m'apportent énormément, mais pas du tout de la même façon. Alors moi, je pense que j'ai pas été en roue libre, mais c'est plus le fait d'être enregistré et de savoir que c'est un podcast, je pense. Dans les deux, ça veut pas dire que j'ai menti ou dissimulé, mais je pense que si on n'avait pas été enregistré, je me serais peut-être plus ouverte. Dans les deux, en gros. Puis je rajouterais que moi, ce qui m'a aussi limité dans le fait d'être en gros libre, c'est le cadre, que je ne remets pas du tout en question. Voilà, c'est le cadre du cercle de parole. Mais moi, j'ai vraiment du mal à juste parler et ne pas avoir des échanges. Enfin, justement, questions directes, tout ça, j'aimerais bien... Voilà, enfin, qu'il y ait plus de fluidité. Je pense que s'il y avait plus d'espace à la fluidité, je m'exprimerais plus. Peut-être, voilà, je poserais des questions directes aux personnes que j'ai envie d'entendre s'exprimer sur des sujets. Moi, j'aurais voulu entendre beaucoup plus d'hommes, en fait, enfin, de s'exprimer, quoi. Ça m'a manqué. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais sur la différence entre les deux groupes et sur le fait de s'exprimer ou pas, je pense que j'ai encore ce truc qui était le sujet du deuxième groupe, d'avoir ce truc très fortement ancré en moi, d'avoir peur de devoir être validé par les femmes qui auraient cette pensée féministe. Et du coup, je pense que c'est un truc qui me pèse encore beaucoup et qui doit jouer dans le fait que... Bon, de toute façon, je suis pas très à l'aise dans le groupe et même dans le groupe entre mecs, je suis pas le premier à m'exprimer. Et je pense que ça rejoue ce truc-là ici. On conclut avec une météo ? Comment je me sens je me sens bien, je suis content qu'on ait pu vivre cette aventure tous ensemble. Je suis extrêmement reconnaissant que vous ayez toutes et tous accepté de vous engager.
puis de faire confiance pour que ça soit enregistré, peut-être qu'on le montre à d'autres gens. Je me sens privilégié de ça. Ça a rendu, moi, mon exploration des questions féministes plus belle. J'ai une petite frustration que, suite à cette libération de la parole demandée sur la sexualité des hommes, il n'y a pas eu de partage des femmes. J'entends aussi qu'on arrive peut-être à la limite de ce que notre cadre proposait et que si on voulait aller plus loin, il faudrait trouver quelque chose de plus vivant peut-être. Donc j'imagine une conversation avec moins de gens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je suis content. Alors moi, j'ai trouvé un truc sur Instagram qui m'a fait rire. Je vais essayer de le dire sans planter. Comme on n'est pas sûr d'échouer à 100%, autant essayer. Et un non est un non, c'est tout. Voilà. Merci à tous. Et merci à moi aussi d'avoir osé. Moi, je me sens hyper fatiguée. Pas que ce soit le cercle qui m'est fatigué, mais c'est juste que je dors d'habitude à cette heure-ci, cette semaine. Donc voilà, très contente de cette expérience et merci aussi à tous et à toutes. Oui, je me sens vraiment vidée, quoi. C'est bizarre un peu. Et bon, puisqu'on est aussi à faire des remerciements, je voudrais remercier, et je regarde vraiment vous tous dans les yeux, d'avoir parlé, de vous être confiés. C'était très enrichissant. Enfin, moi, j'adore les cercles de parole. Je l'ai dit au début, j'aimerais bien aller boire un verre avec vous tous dans un autre cadre. Encore merci beaucoup pour la confiance. Et merci Vincent et Marion d'avoir organisé ça. On mérite mieux. Ça va être la fin du podcast. Je sens que ça va être la phrase qui va être reprise. Un peu moins fatiguée qu'au début, ou alors je sais pas, c'est peut-être un peu l'euphorie du groupe qui fait que j'ai l'impression d'être moins fatiguée, mais ça m'a fait du bien juste de me retrouver en groupe et de parler. Pas forcément le cadre du cercle de parole et du podcast, mais juste de... Voilà, enfin je sais que moi en hiver j'ai tendance à hiberner et quand j'ai fini ma journée de travail, à vite rentrer chez moi et à voir personne. Donc c'est vrai que les moments de socialisation, je les apprécie quand même. C'était chouette comme expérience et merci d'avoir partagé. Voilà. Moi, je suis plus fatiguée, mais je pense vraiment que c'est dû à l'heure. Hein. C'est seulement ça. Et je suis contente parce que j'ai l'impression quand même que dans ce cercle, celui d'avant où on était tous ensemble, je l'ai trouvé beaucoup plus difficile. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est rentré dans, pour la plupart, enfin même tout le monde, des choses plus personnelles. Enfin, j'ai l'impression que j'ai vraiment préféré celui-là à l'autre d'avant. Donc, je suis quand même contente qu'on finisse là-dessus. Et ouais, c'était chouette. Je suis un peu triste que ça s'arrête. Moi, je me dis toutes les 3 semaines, ad vitam aeternam. Ben oui, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, pas seulement à me livrer à cet exercice en votre compagnie sur les thématiques, mais aussi d'être au contact de vos tempéraments. C'est vraiment quelque chose, je sais pas si c'est bizarre dit comme ça, mais que ça soit le positionnement fort de certains, la pudeur d'autres, certaines blagues, certaines émotions qu'on sentait comme ça à des moments précis. C'est quelque chose, c'est des choses qui sont venues aussi réveiller d'autres parts en moi. Alors je dis ça sans tomber dans une suridéalisation, mais que j'ai trouvé ici quand même plein de petits bouts de moi. Voilà, je trouve ça super enrichissant. Alors la mytho personnelle, pour rester dans le thème c'était ces incohérences, pas les incohérences des autres, et c'est quand même beaucoup plus facile de trouver les incohérences des autres que les ses propres. Et vraiment moi, j'avais tellement de choses envie de dire mais pourquoi ça, je me suis retenu parce que en plus je me suis dit ça allait peut-être pas être pertinent et puis ça allait faire sûrement plein de discussions. Hein. Voilà, donc on va dire sur la retenue, voilà, mais quand même content de ce qui s'est dit. Voilà, après la dernière séance, une page qui se tourne. Curieux d'écouter les enregistrements. Moi, je suis très fatigué, là, encore. La fatigue était déjà là avant, et je pense toujours, c'est hyper dense, quoi. D'avoir les sujets qui tombent, t'as envie de dire que ça passe. Il y a d'autres choses, je sais pas comment raccrocher les trucs, et tout avance, quoi. C'est très fatigant pour moi, j'ai l'impression. Et j'ai aussi ce sentiment-là que ça s'arrête un peu, parce que j'ai l'impression que plus en confiance à faire mesure du temps, donc un peu triste que ça s'arrête maintenant aussi. Un grand merci. Et comme tu disais, merci à moi. Je trouve que c'est une jolie formule d'avoir osé, et merci à chacun de vos mois d'avoir été là, quoi. Moi, je me sens un peu tendue. J'avais pas répondu encore à la question de la différence entre les deux groupes, mais j'avoue que moi, j'ai ressenti une grosse différence. J'avais pas envie de le dire avant parce que j'avais pas envie de casser l'ambiance. Le groupe d'avant m'avait aussi beaucoup tendu, et celui-là aussi, je le ressens corporellement, quoi. Même si j'ai énormément apprécié tout ce qui s'est raconté, j'ai trouvé ça passionnant, et puis c'est intéressant. Qu'est-ce que ça crée en moi? C'est-à-dire que c'est des choses que j'avais quand même envie d'entendre, envie d'écouter, et c'est passionnant. Donc merci aussi à tout le monde. Pour répondre à la question des différences, le groupe entre femmes, il y a quand même un truc. Enfin, on se sent très 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 bien. C'est que du bonheur, quoi. Enfin, il y a une différence, quoi. Par votre écoute, vous faites désormais partie de l'expérience On mérite mieux. Merci. Nous espérons que ces moments ensemble vous ont questionné, ému, et qu'ils ont nourri votre envie de rencontrer l'autre. Si vous vous sentez prêt ou prête, vous lançons un défi. Partagez comment vous vivez le patriarcat et demandez à quelqu'un comment il ou elle le vit. Hey, vous avez vu? Pas besoin d'être d'accord, s'écouter déjà un grand pas.
Un immense merci aux participants et participantes d'avoir osé cette expérience et de vous l'avoir partagée. Et parce que nous sommes gourmands, une dernière surprise. Vous trouverez un épilogue dans lequel Marion et Vincent, après avoir pensé puis orchestré ces cercles de parole, reviennent sur des pistes d'amélioration, au cas où l'idée de monter une aventure similaire vous animerait. Bonne route.